Un autre jour, sous un soleil de plomb, j'attrapai un papillon rarissime, en lui jetant ma veste dessus, après une longue poursuite, en raison de l'inefficacité de mon filet bricolé à partir d'un fil de fer et d'une vieille chemise. J'étais à bout de force, mon papillon avait perdu une aile, il était dans un état lamentable. Je le posai sur un débris de silex plat, et je le regardai à la loupe, et tout d'un coup, une légère fumée s'échappa dans l'air, et dégagea une odeur indéfinissable. Je voyais la seule aile de mon papillon se consumer toute seule, avant de réaliser que je l'avais bel et bien brûlée, avec ma lentille. J'avais fortement regretté ce geste pyromane, involontaire, presque débile à mon avis, et qui allait appauvrir ma collection de dessins après tant de labeur. L'incident, ou plus précisément l'accident, qui allait mettre fin à mes randonnées régulières et dont je n'avais pris conscience de sa gravité que bien des années plus tard, était arrivé lors de ma poursuite d'un petit lézard qui cherchait à se cacher dans un amas de pierres de construction tout près du village. En un tour de main, je me débarrassai de mes sandales qui gênaient ma course. Je sautai avec élan afin de l'intercepter avant qu'il ne m'échappe. À ce moment-là, un tesson de bouteille englouti dans le sol sablonneux me fut sur la plante du pied. Je n'avais presque rien ressenti, à part une légère douleur et le choc violent de mon pied contre le morceau de verre. En s'étant assis par terre pour voir ce qui s'était passé, je découvris une longue plaie béante et assez profonde, qui saignait déjà. Pour arrêter l'hémorragie, je couvris l'entaille d'une poignée de terre, ce qui est évidemment dangereux, et puis je déchirai la manche de ma chemise et j'enveloppai et ligotai bien mon pied blessé. Je revins à la maison en boitant fortement. Ma mère me nettoya la blessure à l'eau et la remplit de poudre d'un flacon de pénicilline périmée et la couvrit à l'aide d'une bande de tissu propre. Jadis, aller au dispensaire public n'était pas dans les habitudes des villageois, sauf s'ils jugeaient la blessure grave, et la mienne ne l'était pas, selon les mentalités de l'époque. Coincé sur place, je ne pouvais plus bouger qu'avec difficulté. Je passais mon temps à lire et écouter la radio. Quelques jours plus tard, j'étais comme d'habitude assis un après-midi sous l'ombre de la vigne qui couvrait la cour de notre maison. Soudain, un bousier en vol vint se cogner contre le mur et tomba devant moi. À mon avis, en ce temps-là, ce n'était pas un insecte qui méritait d'appartenir à ma collection. J'avais dessiné une guêpe, un papillon machaon, une coccinelle, une punaise ornée de couleurs pourpre et de noir, et même une mouche verte avec sa brillance métallique et ses yeux rouges briques imposantes, mais jamais un dessin en noir et blanc. Depuis le jour où j'avais appris, après avoir écouté une émission à la radio sur la théorie des couleurs, que le noir n'est que l'absence des couleurs et le blanc la somme de ces mêmes couleurs. Dès lors, j'avais cru que seules les couleurs primaires, c'est-à-dire le magenta, le cyan et le jaune, constituaient la base de toute création artistique, au-delà du beau et du laid. Il me restait quelques pages vierges à terminer et 1 ou 2 semaines me séparaient de la rentrée scolaire. Je n'avais donc plus le choix, sauf dessiner tout animal qui me tombait sous la main, à commencer par ce robuste scarabée qui dégageait une forte odeur. Après l'avoir immobilisé, je débutai par l'exécution de l'esquisse sur la première moitié d'une page de mon cahier encore intacte, en faisant appel, comme d'habitude, au procédé clair-obscur que je maîtrisais parfaitement. Au fur et à mesure que je dessinais en réfléchissant sur ce travail que j'avais jugé d'indésirable, j'étais amené à compromettre ce que je croyais jusqu'alors la base de toute création artistique.
Je savais que la lumière, en heurtant une surface noire, se manifestait sous forme de sensations perceptibles à l'œil et définies comme absence de couleur. Autrement dit, un vide, un rien, obscur et anonyme, comme un coléoptère. Intuitivement, j'avais eu le sentiment de chercher de l'art pur dans les litres noirs de mon scarabée, que cette négation de la couleur s'ouvrait sur un gouffre mystérieux qui pouvait m'offrir d'énormes possibilités de découverte et de création artistique au-delà des trois couleurs primaires. J'étais tellement séduit par ma nouvelle vision de la couleur noire au point que j'avais hâte de terminer mon dessin et commencer l'exploration de cette couleur inconnue à mon avis, désormais couleur de lumière et non pas d'obscurité. À cet âge, je n'avais encore aucune idée sur l'art abstrait et je ne pouvais pas imaginer les reflets de la lumière sur le noir en dehors de l'art figuratif. Le dessin du bousier fini n'était qu'une illustration en noir et blanc qui met en avant le motif ni plus ni moins. Pourtant, ce résultat médiocre n'avait pas atténué la pulsion irrésistible qui me poussait à entreprendre cette nouvelle expérience du noir seul, éclairé par la lumière. Pendant 2 ou 3 jours, j'avais travaillé comme un fou, sans arriver à un résultat satisfaisant, selon mon auto-évaluation de jeune artiste exclusivement autodidacte. Aujourd'hui, après tant d'années, je crois que j'avais réalisé 2 chefs-d'œuvre intéressants sur les faces internes d'un papier kraft, sac vide d'emballage du ciment, à l'aide d'un morceau de craie blanche et un bout de charbon de bois. Le premier était un ensemble de dessins simples qui sortaient de l'ordinaire et qui représentait un papier froissé vu d'angles différents, et le deuxième, exécuté instinctivement, rappelant les motifs du zélige marocain ou encore le tatouage au henné. À l'époque, j'avais jugé ces travaux insignifiants parce qu'ils manquaient de référence à la nature. Sans abandonner mes idées prometteuses sur le noir, j'avais décidé de rester fidèle aux couleurs telles qu'elles se représentaient à mes yeux, dans la nature, dans la vie, afin de continuer mes recherches artistiques, même s'il s'agissait du paradoxe du non-couleur. Pour être cohérent avec moi-même, j'avais choisi des animaux qui convenaient le mieux aux effets ombre et lumière sur les surfaces et les volumes noirs. Cette restriction inutile m'avait entraîné à travailler sur un scorpion noir, un scarabée funèbre et une veuve noire, et qui était facile à trouver autour de moi, surtout que ma blessure commençait à se cicatriser et j'arrivais à marcher sans grande difficulté. Et tout ce que j'avais déduit de ce travail en travail exigu sur les couleurs noires, simples, pures et dérangeants, c'était qu'ils sont à mon avis synonymes de l'affreux, du répugnant et du macabre. J'ignorais que cette aventure du noir vécue avec une telle profondeur, une telle résonance affective, allait se répercuter sur mes travaux plus de 4 décennies plus tard. Les mêmes motifs évoquant les tatouages, le zélige, occupent une place privilégiée dans mes travaux actuels. Quelques jours après, j'avais osé chasser à l'aide de mon lance-pierre un bruyon du Sahara, oiseau sacré dans notre région, omniprésent sur les toits des maisons et aussi peureux qu'aventureux. Étant enfant, j'avais longtemps cru ma mère qui m'affirmait que cet oiseau de son vrai nom, Tébeb, incarnait l'âme d'un proche décédé, et à chaque fois que l'un de ces petits passereaux se posait quelque part sur le bord du toit ou dans la cour de la maison, je voyais en lui l'un de mes 5 défunts petits frères. Pour la première fois, j'introduisais dans une illustration de mon album sur les animaux de la région le noir de mon crayon de couleur en tant que variante fondamentale des autres couleurs dans le dessin de cet oiseau au plumage ocre et à la tête grise bleutée.